En ce moment même, le Moyen-Orient est au bord du gouffre. On parle d'une guerre de l'ombre, vous savez, ce conflit qui se joue en secret depuis des décennies, eh bien, il est sur le point d'exploser au grand jour. Et au centre de tout ça, on a trois acteurs principaux, les États-Unis, Israël et l'Iran. La question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-on pu en arriver là? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. L'atmosphère est remplie d'une odeur de poudre. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les analystes sur place. Et franchement, ça résume tout. La tension, on pourrait presque la toucher du doigt. On a vraiment ce sentiment que chaque jour nous rapproche un peu plus d'une confrontation. Une confrontation qui semble devenue inévitable. Et cette tension, elle n'est pas abstraite. Elle a un coût bien réel. Regardez ce chiffre, 232. Ça peut paraître juste un nombre, comme ça. Mais 232, c'est le bilan des victimes israéliennes, tuées ou blessées en une seule journée. C'est un rappel terrible que derrière les grandes stratégies, il y a des vies humaines. Bon, on commence. Première partie, on va voir comment la région est littéralement sous tension. L'escalade actuelle, franchement, elle dépasse tout ce qu'on a pu voir par le passé. Le constat, il est clair. Il est même brutal. Le Moyen-Orient est sur le fil du rasoir. Toute cette guerre de l'ombre, ces opérations secrètes, ces cyberattaques, tout ça, c'est fini. Maintenant, on est passé à des frappes militaires directes, à visage découvert. C'est comme si on voyait un orage se former à l'horizon. Et cette fois, tout le monde le voit arriver. Alors, au cœur de cette montée des tensions, il y a la stratégie américaine. Et c'est là que ça devient compliqué. L'approche de l'administration Trump, elle est, disons, difficile à suivre. Elle est à la fois super agressive et en même temps pleine de contradictions. Et ça, c'est l'illustration parfaite de ce double jeu. C'est presque schizophrénique. D'un côté, publiquement, on entend parler de discussions sérieuses avec un nouveau régime plus rationnel. Ça, c'est la version officielle. Et de l'autre, en coulisses, la menace est à peine cachée. On va détruire leurs centrales électriques et prendre leur pétrole. Alors, on est dans la discussion ou dans la confrontation? C'est le grand écart permanent. Le fond du problème, c'est une liste de 15 exigences américaines. Et quand on la regarde de plus près, on se rend compte que ce n'est pas du tout une base de négociation. C'est un ultimatum, pur et simple. On demande à l'Iran de tout arrêter. Fin du programme nucléaire, rendre tout l'uranium enrichi, stopper les missiles, abandonner ses alliés. Pour tous les experts, le message est limpide. Ce n'est pas négociation, c'est rendez-vous. Et pendant que cette soi-disant diplomatie est sur la table, que se passe-t-il sur le terrain? Eh bien, un renforcement militaire américain massif. Pour beaucoup d'analystes, la tactique est assez transparente. On fait semblant de parler pour gagner du temps. Du temps pourquoi? Pour positionner ses troupes et préparer une frappe bien plus importante. Bon, face à ça, on pourrait penser que l'Iran est acculé. Mais pas du tout, loin de là. L'Iran ne fait pas que se défendre, il contre-attaque. Et sa riposte, elle est hyper stratégique, millimétrée. Le but, c'est vraiment d'envoyer un message très clair, on est prêt. Et pour ça, l'Iran a un atout secret, un atout qui est littéralement sous terre. On les appelle les villes de missiles. Il faut vraiment imaginer ça, des réseaux gigantesques de tunnels, creusés à même la montagne, complètement secrets, et à l'intérieur, des milliers de missiles balistiques, cachés, protégés et prêts à partir. C'est en quelque sorte leur police d'assurance, c'est ce qui leur garantit de pouvoir riposter, même après avoir subi une attaque massive. Et attention, cette capacité de frappe, ce n'est pas juste de la théorie sur un papier. L'Iran a montré qu'il savait s'en servir, et avec une précision chirurgicale. L'exemple le plus frappant, c'est l'attaque sur la raffinerie de pétrole de Haïfa. Là, on ne parle pas d'une petite cible, on parle d'un coup en plein cœur de l'économie et de l'appareil militaire israélien. Les conséquences de cette seule attaque ont été énormes. D'abord, ça a paralysé une source de carburant vitale pour l'armée israélienne. Ensuite, ça a créé un véritable choc économique. Et on est passé à deux doigts d'une catastrophe écologique, parce que la frappe a eu lieu juste à côté de stocks de produits chimiques. C'était une vraie bombe à retardement. Mais le pire, d'un point de vue stratégique, c'est que ça a obligé Israël à utiliser une grosse partie de ses intercepteurs de missiles, des munitions qui sont très rares et très chères. Mais l'Iran a encore une carte à jouer, sa dernière carte. Et c'est de loin la plus dangereuse, la carte nucléaire. Concrètement, Téhéran menace de se retirer du traité de non-prolifération et de se lancer, ouvertement cette fois, dans la fabrication de l'arme atomique. Ils affirment même pouvoir assembler une bombe en à peine 2 semaines. Si ça se produit, on change complètement de dimension. C'est ce qu'on appelle un game changer. Et ce qui a commencé comme un face-à-face entre quelques acteurs est en train de virer à la bagarre générale. Le conflit s'étend, il aspire d'autres pays, d'autres milices, un peu comme un vortex. Chacun arrive avec ses propres intérêts, ses propres objectifs, et ça rend l'équation, qui était déjà compliquée, quasiment impossible à résoudre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Au nord, on a le Hezbollah au Liban qui ouvre un nouveau front contre Israël, avec des attaques coordonnées.
Au sud, ce sont les Houthis ou Yémen qui s'y mettent en tirant des drones et des missiles à longue portée. Et au milieu de tout ça, on a les pays arabes du Golfe qui sont littéralement sur une corde raide. Leur plus grande peur, c'est d'être aspirés dans cette guerre, parce qu'ils savent qu'elle les anéantirait. Alors, la question à 1 million, comment tout ça va se terminer? Où est-ce qu'on va? Si on compile un peu toutes les analyses des experts, on voit se dessiner 3 grandes trajectoires, 3 scénarios possibles pour la suite. Première possibilité, la plus optimiste, on va dire, une solution diplomatique trouvée vraiment à la dernière seconde. Deuxième scénario, on continue sur la lancée actuelle, une sorte de guerre d'usure avec des frappes ciblées mais qui font très mal de chaque côté. Et puis, il y a le troisième scénario, le pire de tous, la guerre totale qui embrasse toute la région. Voilà où on en est. Le dilemme pour les dirigeants est terrible. Ils ont le choix entre quoi? Un accord qui serait vu comme une humiliation totale, une guerre d'usure qui va saigner tout le monde à blanc, ou un incendie régional, dont personne, absolument personne, ne peut imaginer les conséquences. En fait, il n'y a tout simplement pas de bonne solution sur la table. Et donc, on en revient à la question de départ. Est-ce qu'on est en train d'assister à une gigantesque partie de bluff, un poker menteur, où les enjeux sont juste colossaux, ou est-ce qu'au contraire, le compte à rebours vers l'explosion a bel et bien commencé? La réponse à cette question, quelle qu'elle soit, décidera de l'avenir de tout le Moyen-Orient.